conteste la plus importante invention de la mécanique après la roue. Une invention qui, quelques 500 ans plus tard, jouera un rôle déterminant dans l'avènement de la société moderne. L'utilisation de la manivelle, reliée à ce que nous appelons un arbre à cames, a permis la naissance de nouvelles machines, puis des moteurs, d'abord à vapeur, ensuite à gazole ou à essence. Ce simple élément mécanique permet de convertir un mouvement de rotation continue en un mouvement rectiligne alternatif. La manivelle à main était connue depuis des siècles. La grande innovation du XIIIe siècle consiste à la monter sur une machine tournante en la reliant à un arbre. Les études qui ont été faites des plans d'Al-Jazari ont permis de montrer que l'axe horizontal de sa machine était actionné par un système d'engrenage et que l'extrémité de la manivelle coulissait dans un bras articulé, allant et venant de part et d'autre de son point d'attache et entraînant ainsi l'élévation et l'abaissement successifs du seau. Avant les récentes études menées sur le manuscrit d'Al-Jazari, on pensait généralement que ce système était une invention européenne du XVe siècle. En fait, Al-Jazari utilisait déjà le principe de la manivelle 200 ans plus tôt. Un certain nombre d'autres éléments tentent à prouver que les grands mécanismes destinés à assurer l'approvisionnement en eau étaient très répandus et très développés dans le monde musulman de l'époque. Les norias, ces grandes roues à eau entièrement automatisées que l'on rencontre encore dans beaucoup de pays, en sont peut-être l'exemple le plus remarquable. C'est près de Hama, en Syrie, que l'on trouve les norias les mieux conservés. Décrite dès le 1er siècle avant notre ère par l'architecte romain Vitruve, la noria est un gigantesque élévateur d'eau. Ce qui est merveilleux avec la noria, c'est qu'elle marche toute seule. Tout est automatique. Elle travaille pour vous grâce aux forces de la nature. Ces machines géantes étaient conçues pour remonter près de 100 litres d'eau par minute. Ces vestiges du passé nous donnent une idée de ce que pouvaient être les norias à l'époque où elles étaient omniprésentes dans le paysage du Moyen-Orient. C'est une roue à eau munie de compartiments ou de seaux répartis à la périphérie et de pales sur le bord extérieur. Cette roue est mue par le courant et l'eau est puisée par les seaux lorsqu'ils passent dans la rivière. L'eau pénètre dans chaque récipient, puis est remontée jusqu'au sommet de la roue où elle se déverse dans une tranchée ou un conduit ouvert. La plus grande roue encore en place mesure une vingtaine de mètres de diamètre et possède 120 seaux répartis sur tout son périmètre. Les plans étonnants que nous a laissés Al-Jazari et les magnifiques roues à eau géantes qui continuent de tourner ici ou là dans certains pays musulmans témoignent de l'extraordinaire développement technologique que ce monde connaissait au Moyen-Âge. Il existe cependant bien d'autres machines nées en Orient dont certaines étaient tellement en avance sur leur temps que les historiens ont longtemps douté qu'elles aient jamais existé. Les ingénieurs du Moyen-Orient ont repris à leur compte, en les perfectionnant, les progrès technologiques accomplis pendant l'Antiquité. Les Grecs et les Romains avaient en leur temps fait avancer la mécanique à pas de géant. De grands inventeurs comme Héron d'Alexandrie ou Philon le Juif ont eu une influence déterminante sur les hommes de science qui, 1000 ans plus tard, feront la gloire de la civilisation musulmane. Pour les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les manuscrits arabes du Moyen-Âge, il est de plus en plus évident que nombre de machines n'ont pas été inventées, mais simplement redécouvertes par l'homme moderne. Les résultats des travaux les plus récents nous obligent à repenser toute l'histoire de la mécanique, depuis l'Antiquité jusqu'aux grands inventeurs de la Renaissance, comme Léonard de Vinci. Je suis persuadé que notre société moderne aurait été très différente si la civilisation musulmane n'avait pas existé. Nous avons vu le rôle déterminant qu'avait eu un inventeur mésopotamien du XIIIe siècle. Le dernier système d'élévation d'eau décrit par Al-Jazari dans son traité repose sur un principe étonnant et totalement inédit. On pense souvent que la pompe aspirante à double effet a été inventée au XXe siècle. En réalité, elle est née quelques 700 ans plus tôt. Al-Jazari s'est inspiré des travaux de ses illustres prédécesseurs, du grec Ctésibios d'Alexandrie par exemple, qui vers le IIIe siècle avant notre ère s'est intéressé au principe de la pompe aspirante.
Au musée technologique de Thessalonique, des ingénieurs ont reconstitué la pompe de Ctésibios à partir de manuscrits anciens. Étonnamment, ce système est encore en usage plus de 2000 ans après sa conception dans le nord de l'Europe. Voici la pompe de Ctésibios. C'est une pompe à eau à 2 temps. Elle est constituée de 2 cylindres, chacun contenant un piston muni d'une valve dans sa partie basse. Les pistons sont actionnés au moyen de ce levier. Lorsque le piston monte, il expulse l'air contenu dans le cylindre qui est remplacé par de l'eau. Les 2 pistons montent et descendent alternativement, ce qui assure un débit d'eau constant. Cet appareil sert depuis l'Antiquité à pomper l'eau, mais on peut aussi dire qu'il est l'ancêtre du moteur à 2 temps, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il suffit de remplacer l'eau par un mélange d'essence et d'air, le principe est le même. 1000 ans plus tard, Al-Jazari allait reprendre ce principe et progresser plus loin encore dans la voie ouverte par Ctésibios. Alors que la machine inventée par ce dernier avait besoin de l'homme pour pomper l'eau, le système imaginé par Al-Jazari est entièrement automatique. Cette évolution aura une influence directe sur le développement de l'ingénierie moderne et donnera naissance, 500 ans plus tard, associé au principe de la manivelle, au premier moteur à vapeur. Prenez la machine numéro 5 d'Al-Jazari. Il s'agit en fait d'une pompe aspirante à double effet. Elle possède 2 cylindres munis de 2 pistons à mouvement alternatif. La pompe est actionnée par une roue à eau, qui entraîne par un système d'engrenage un bras oscillant auquel sont reliés les 2 pistons. Les pistons vont et viennent horizontalement dans des cylindres opposés, tous 2 équipés de dispositifs d'aspiration par valve et d'acheminement de l'eau. Les canalisations se rejoignent au-dessus de la machine dans un réservoir qui servira ensuite à alimenter le réseau d'irrigation. Les remarquables progrès accomplis par Al-Jazari dans la construction de machines hydrauliques ouvriront la voie à d'autres savants du monde musulman qui ne tarderont pas à inventer des engins encore plus étonnants. Alors que l'Europe est en pleine stagnation, l'Orient connaît un essor technologique particulièrement dynamique. Il y avait une tradition extrêmement vivante des sciences mécaniques dans le monde islamique du Haut Moyen-Âge, qui contrastait avec l'apathie de l'Europe occidentale des 7e, 8e et 9e siècles. 3 personnages ont joué un rôle particulièrement important dans le développement technologique et scientifique de la civilisation musulmane. 3 frères, les Banu Moussa. Tirant leur inspiration des ouvrages traduits en arabe de Philon et de Héron, les Banu Moussa ont inventé toute une série de machines étonnantes. La mécanique était généralement considérée comme la science de l'illusion, car elle utilisait un phénomène mécanique pour produire un effet spectaculaire qu'aucun autre moyen n'aurait permis d'obtenir. Les Banu Moussa avaient notamment une connaissance très poussée de l'hydraulique. En contrôlant la pression de l'air et de l'eau, ils pouvaient déterminer avec exactitude le fonctionnement de leurs automates. Les techniques de haute précision mises en œuvre dans ce dispositif font aujourd'hui encore partie des fondements de la mécanique moderne. Cette machine à débit intermittent est un bon exemple. Elle a pour fonction de servir à boire à son utilisateur. Ces inventeurs ont fait appel avec beaucoup d'astuces à 2 inventions du début du IXe siècle. La première de ces inventions est une valve conique qui sert à réguler le débit de l'eau. L'eau située dans le réservoir du haut passe par un trou aménagé au fond, comme vous pouvez le constater. Ce trou est équipé d'une valve conique qui, lorsqu'elle remonte, obstrue le passage. La seconde est un mécanisme qui permet de contrôler la valve en fonction du volume de liquide parvenu en bout de circuit. Le réservoir du milieu fait office de siphon et renvoie l'eau dans le 3e récipient, plus petit, et situé en bas, qui lui est équipé d'un flotteur. Lorsque le flotteur monte, l'eau s'écoule par le robinet. Mais en montant, il repousse vers le haut la valve conique à laquelle il est relié, ce qui empêche l'eau de s'écouler du premier réservoir vers le 2e. Cet automate témoigne de la part de son inventeur d'une remarquable connaissance du phénomène de la pression. Ce sont exactement les mêmes techniques que l'on retrouve aujourd'hui dans les dispositifs de régulation des machines à laver ou des moteurs d'avion à réaction.
Nous sommes en présence d'une civilisation qui a fortement influencé le fonctionnement de notre civilisation actuelle, au quotidien, dans nos foyers, à l'hôpital, à l'école. Et si vous regardez les étoiles, vous constaterez que beaucoup portent aujourd'hui encore des noms arabes. La civilisation musulmane du Moyen-Âge ne maîtrisait pas seulement les techniques hydrauliques. De toute évidence, ces astronomes étaient également capables de calculer avec précision les mouvements des astres. Cette connaissance était indispensable à la navigation, à l'organisation des cérémonies religieuses et à une meilleure appréhension du temps chronologique. Les savants de l'époque disposaient pour cela d'un instrument étonnant, mis au point par les Grecs vers le IIe siècle avant notre ère et qui ne sera abandonné que 1500 ans plus tard, l'astrolabe. Le musée d'histoire des sciences d'Oxford, en Angleterre, possède la plus grande collection d'astrolabes du monde. Stephen Johnston en est le conservateur. Certains considèrent l'astrolabe comme une sorte de calculateur de poche antique. Sa fonction première est de donner des repères dans le temps en se basant sur le soleil et les étoiles. C'est donc un instrument astronomique qui vous donne l'heure du coucher et du lever du soleil tous les jours de l'année, où que vous soyez. Un instrument que les savants du Moyen-Âge musulman se sont employés à perfectionner. L'astrolabe a été amélioré par les astronomes du Moyen-Orient au 9e et 10e siècle de notre ère. Ces fonctions ont été développées pour qu'un même instrument puisse servir partout dans le monde. Portable et très précis, l'astrolabe était un peu le BlackBerry de l'époque. Voici le plus ancien astrolabe de notre collection. Il date de la fin du 9e siècle. C'est plus qu'une simple machine à calculer. Si je le retourne, j'obtiens un instrument d'observation que je peux utiliser pour mesurer la hauteur du soleil et des étoiles. Il suffit d'ajuster la règle afin d'aligner l'astre choisi avec le viseur de l'appareil. Il ne reste plus qu'à relever le degré indiqué par la flèche sur la graduation qui figure au bord du disque. Et cela vous donne la hauteur de l'astre observé au-dessus de l'horizon. Vous pouvez alors ensuite déterminer l'heure et la date. Les inventeurs du monde médiéval musulman étaient donc passés maîtres en l'art de fabriquer des objets mécaniques. Les villes du Proche et du Moyen-Orient étaient de grands centres d'innovation technologique. Poussant toujours plus loin leurs recherches, les savants de l'époque, tels Al-Jazari, ont ensuite appliqué les connaissances qu'ils avaient accumulées à la fabrication d'étonnantes horloges et de redoutables machines de guerre. Les travaux des savants du monde musulman du Moyen-Âge ont débouché sur la mise au point de technologies sans lesquelles le monde moderne serait bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le grand inventeur Al-Jazari expose ainsi dès le XIIIe siècle, dans son livre de la connaissance des procédés mécaniques, les grands principes de mécanique qui préfigurent l'avènement de la société industrielle. Cet ouvrage est un précieux témoignage de l'état d'avancement des connaissances technologiques à une période méconnue de l'histoire de l'humanité. Il décrit en détail une cinquantaine de machines différentes, chaque présentation pouvant ainsi servir de mode d'emploi aux ingénieurs de l'époque désireux de construire ces engins souvent compliqués. Nous avons demandé au modéliste britannique Richard Windley de réaliser la réplique d'une des machines automatiques d'Al-Jazari qui fait appel à une bougie pour calculer avec précision le temps écoulé. Il précise dans quelle matière la bougie doit être faite, ses dimensions exactes, et même la nature de la mèche à utiliser. Al-Jazari décrit 4 horloges à bougie dans son traité, faisant preuve d'un raffinement inégalé en ce domaine. Le système est actionné par la lente combustion de la bougie, qui raccourcit peu à peu, faisant ainsi bouger grâce à une série de poulies et de câbles, une aiguille sur un cadran qui permet de lire l'heure. La journée islamique était divisée en unités de durée inégale. L'heure diurne n'avait pas la même durée que l'heure nocturne, ce qui complique la tâche. La solution est pourtant d'une simplicité déconcertante.
À mesure qu'elle se consume et que la cire fond, la bougie est poussée vers le haut et monte donc progressivement. Ce plomb va par conséquent descendre à la même vitesse, en tirant sur ce cordon, qui s'enroule ici autour d'une poulie, elle-même montée sur un axe. Cet axe est relié à l'aiguille du cadran sur lequel on peut ainsi lire l'heure. Cette horloge minutieusement construite fait également appel à un autre mécanisme simple que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux foyers. Pour maintenir en place le capuchon du cylindre et éviter qu'il ne cède sous la pression du poids, Al-Jazari a imaginé un système de fermeture qui ressemble beaucoup au dispositif dit à baïonnette, utilisé à l'heure actuelle sur les ampoules électriques. Il est quand même étonnant de retrouver quasiment le même système 800 ans après. Mais ce n'est pas tout. Dans son livre de la connaissance des procédés mécaniques, Al-Jazari s'intéresse tout particulièrement au principe de l'hydraulique appliqué à l'horlogerie. Il y décrit une série de mécanismes extrêmement élaborés qui permettaient de mesurer le temps écoulé. L'un d'eux, plus compliqué encore que les autres,